Un décès sur 5 est lié à la malbouffe dans le monde, je crois. Voilà, et puis finalement, on se rend compte que même les enfants aiment les légumes, en fait. Oui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule 10 minutes de Prève, les capsules des printemps de la Prève qui vous informent pour mieux agir. 10 comme 10 minutes pendant lesquelles nous prenons le temps de vous expliquer, explorer un sujet en particulier. Et 10, c'est aussi le pourcentage mondial des émissions de gaz à effet de serre liées au gaspillage alimentaire selon la FAO. Apprendre à mieux produire, mieux consommer et respecter ce qu'il y a dans notre assiette, c'est un geste pour la planète, mais aussi pour notre santé et notre avenir. Et aujourd'hui, pour en parler, nous accueillons Colline. Bonjour Colline. Bonjour Olivia. Merci d'avoir accepté notre invitation à cette capsule 10 minutes de Prève. Avec plaisir, merci de m'inviter. Eh bien, déjà, pour commencer, peut-être, est-ce que tu peux te présenter? Alors oui, moi je suis Colline. Je suis coordinatrice pour l'école comestible ici à Lille, donc pour le territoire des Hauts-de-France. Qu'est-ce que c'est l'école comestible? Alors l'école comestible, c'est une association donc d'intérêt général fondée en 2019 par Camille Labro. Et en fait, cette association a pour mission d'éduquer les enfants à une alimentation saine, soutenable et on va dire délicieuse. Ok, d'accord. Et pourquoi est-ce que tu précises que tu es donc coordinatrice ici dans les Hauts-de-France? Il y en a d'autres? Oui, bonne question. En effet, il y en a d'autres. C'est une association nationale. Donc la maison mère est à Paris, mais on est présent sur 9 antennes, 9 villes. Donc il y a Marseille, Nantes, Bordeaux. Enfin, je vais pas toutes les citer, mais c'est assez étendu sur le territoire. On a déjà sensibilisé 20 000 enfants environ. D'accord. On a sensibilisé 300 enseignants et les ateliers, on a dû, je sais plus, les ateliers, faudra couper. Voilà. D'accord. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir un relais dans chaque territoire parce que on estime que les porteurs de projets, donc les coordinateurs comme moi, connaissent mieux le territoire pour déployer l'éducation à l'alimentation. Oui. Et que voilà, c'est plus pratique en fait d'essaimer comme ça. Okay. Mais on agit, on a toutes et tous le même programme à proposer dans les écoles. Ouais. Puisque ce sont des programmes qui ont été créés par donc la maison mère. Ouais. Des programmes d'ateliers, on en discutera tout à l'heure. Et justement, quelles sont les écoles en fait dans lesquelles vous intervenez? Alors, on intervient dans les écoles primaires, les écoles publiques et plutôt dans les zones QPV et REP. Ok. Donc, on sensibilise les enfants. Donc, sur le temps scolaire, c'est vraiment important pour nous d'être sur le temps scolaire. On fait aussi en dehors, mais notre cœur d'action, c'est le temps scolaire, puisque on estime que l'école, c'est vraiment le lieu où on apprend les compétences, le socle de base des compétences. Et que ça peut s'inscrire dans un programme de toute façon éducatif et que c'est pas comme un hobby en fait, ça s'inscrit vraiment dans la vie de l'élève. Et ok. Voilà, nous c'est vraiment l'idée, c'est d'inscrire cette éducation à l'alimentation dans les programmes scolaires et nos programmes sont construits en lien avec les programmes de l'éducation nationale et on suit les directives pour que ça s'intègre au mieux et en collaboration avec les enseignants. C'est vraiment pas sous l'angle hobby, c'est vraiment sous l'angle éducationnel. Et comment on arme, on outille les enfants pour être citoyens, consommateurs, on dit souvent aussi, et savoir se débrouiller dans un rayon, se débrouiller sur le marché, reconnaître les légumes, les fruits, savoir aussi les cuisiner, connaître les ustensiles. Et alors du coup, c'est quoi, parce que ce que tu disais juste avant, c'est la sensibilisation à l'assiette durable, à l'alimentation durable. C'est quoi l'alimentation durable? Oui, c'est vrai, c'est quoi? Alors, c'est une alimentation qui va être respectueuse de l'environnement, donc des sols, de l'eau, de l'air, de la planète en général. Donc plutôt une alimentation sans intrants, sans chimie, on va dire, synthétique. Une alimentation qui respecte aussi les personnes qui produisent, donc les producteurs, maraîchers, artisans, par une juste rémunération. Ça, c'est important de le dire parce que souvent, quand on pense assiette durable, on pense local, bio, de saison, mais on pense rarement à ce qu'il y a derrière. Voilà, ça, c'est important de le dire. Et ce qui est aussi important, c'est
nourrissante, une alimentation nourrissante, donc basée sur des produits plutôt bruts, à l'inverse des produits ultra transformés. Oui. Et pas mal de légumes aussi. D'accord. Et alors pourquoi dans les quartiers prioritaires, plus particulièrement? Parce qu'on pense que peut-être c'est... Comment dire, ce qui est important pour nous, c'est l'accessibilité de l'alimentation durable. Donc en fait, on essaye d'être là où il y a peut-être moins d'ateliers de cuisine ou de programmes en ce sens. Et en tout cas, ce qui est très important pour nous, c'est que ces programmes soient gratuits pour les familles. Donc voilà, on met en place nos actions dans ces zones, mais pas que finalement, on est aussi présent. C'est votre cœur de cible, mais voilà, vous pouvez vous élargir. Comment ça se passe un atelier? Alors un atelier, je vais te prendre l'exemple de l'atelier Cagette de saison, par exemple. C'est notre atelier emblématique. Donc on vient, l'animateur ou l'animatrice vient en classe avec sa cagette de saison. Donc on a, selon la saison, les légumes qu'on est allé chercher chez le maraîcher, donc plutôt bio local, tu l'auras compris. Et ensuite, on questionne les enfants un peu sur... on a un temps d'échange avec eux sur qu'est-ce qu'un légume, qu'est-ce qu'une plante, quels sont les différents types de légumes, la saisonnalité, qui les produit, etc. Et donc, il y a une conversation entre toute la classe. On fait des dessins aussi au tableau pour que ce soit ludique et pédagogique aussi. Et ensuite, on passe à l'action. Donc, on met les mains à la pâte parce que nous, du coup, à l'école Comestible, c'est vraiment très important d'être dans le faire collectivement. Donc, on ne fait pas sa petite salade de son côté. On est vraiment en groupe avec tout le monde, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe et on fait... là, dans cet atelier, on fait des salades de saison. Donc, on râpe, on découpe, on effeuille, et ensuite, on fait une salade et les enfants adorent nommer leur salade. Et ensuite, ils présentent leur salade arc-en-ciel, leur salade du futur ou leur salade colorée à leurs copains et copines. Et on déguste tous ensemble cette salade. Donc, il y a aussi les parents et les enseignants qui participent aux ateliers. Donc, c'est super parce que c'est vraiment ce qu'on appelle l'éducation remontante. C'est tout le monde est là, écoute les mêmes choses et goûte et partage autour de la même assiette, on va dire. D'où le pouvoir rassembleur et de partage de l'assiette. Et à la fin, en fait, chacun repart avec une recette, des souvenirs de ce qui a été vécu en classe. Et souvent, ils refont à la maison. Et les enseignants aussi peuvent faire un peu un fil rouge des ateliers, finalement. Puisqu'en fait, je n'ai pas précisé, mais ce n'est pas un atelier par-ci, par-là. C'est vraiment un atelier qui s'intègre dans un cycle, un programme de 5 ateliers par an, du coup. Donc, ça permet, en fait, d'ancrer vraiment cette... D'accord, donc en fait, c'est pas du one-shot, quoi. Il y a un vrai suivi avec 5 ateliers qui sont construits pour pouvoir accompagner et puis aller étape par étape. Peut-être revenir sur ce qui a été appris au premier atelier et vice-versa. Exactement. On va commencer par parler du général, donc connaître les différents légumes. Ensuite, on va faire un focus, un autre atelier sur les graines. Ensuite, peut-être un atelier sur les légumineuses. Ensuite, on a un atelier aussi qui s'appelle Good Junk Food. Donc, on va reproduire un peu ce qu'ils adorent, du type des burgers ou des pizzas, mais sainement. Donc, ça, ça leur plaît en général. Et alors, pourquoi les enfants? Pourquoi les enfants? Parce que c'est, comme j'ai dit, le consommateur de demain. Et c'est aussi par l'enfant que s'infuse dans les familles la culture culinaire, l'éducation à l'alimentation. Et surtout, on est parti du constat que les enfants avaient perdu un peu la notion, avaient peu de connaissances sur les légumes. Par exemple, il y a 87% des enfants qui ne savent pas reconnaître une betterave crue. D'accord. Donc, c'est assez saisissant comme... Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'adultes qui seraient incapables de le reconnaître aussi. Mais c'est intéressant parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de déconstruire l'alimentation. Les codes qu'on a en tant qu'adultes, longtemps, on a cru que pour être fort, il fallait manger de la viande, que pour avoir des protéines, il faut manger de la viande, etc. Il y a tout un travail de déconstruction qui est fait. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est aussi non seulement de travailler cette déconstruction, mais aussi du coup de travailler dès le plus jeune âge avec les enfants pour leur expliquer tout de suite ce qu'est une assiette durable. Après, une assiette durable, en quoi est-ce que c'est bon pour la santé? Alors, c'est bon pour la santé parce que déjà,
pardon, je réfléchis. Alors, qualité des sols, peut-être. Ouais, qualité des sols, mais qualité de ce qu'on a dans l'assiette. En fait. Voilà. Ce qu'on a dans l'assiette, c'est bon pour la santé. Ouais. C'est vraiment l'idée, en fait, peut-être de faire le lien avec One Health, une seule santé, et dire qu'en fait, c'est un... Ouais. En fait, c'est global. C'est vraiment... en fait, c'est une assiette durable, c'est bon pour la santé parce que on pense l'alimentation de manière holistique, globale. On va prendre soin des sols, on va prendre soin de l'agriculteur qui produit le légume, on va prendre soin de l'enfant qui s'alimente avec, de la maman enceinte qui s'alimente, du papa, enfin bref, on va prendre soin de tout ce cycle-là, finalement, et c'est un cercle vertueux, en fait. Si on s'alimente avec de meilleurs produits, finalement, on est aussi en meilleure santé. Donc, si on va plus loin, il y a moins de dépenses publiques. Il y a une récente étude qui a estimé à 19 milliards les dépenses publiques nécessaires pour justement réparer, notre mauvaise alimentation et les conséquences, que ce soit sur les sols, sur l'état de l'eau actuel, sur aussi les maladies, donc le diabète, les cancers, etc., dus à la malbouffe. Donc, toutes les conséquences, en fait, on met des milliards d'euros pour réparer les conséquences, alors que peut-être... On pourrait prévenir et peut-être manger plus sainement, et tout en se régalant quand même, et en s'amusant aussi en cuisinant. Et ça irait mieux, quoi. Mais ouais, la malbouffe, je sais plus quel chiffre là, je pourrais te redonner, mais c'est 1 décès sur 5 est lié à la malbouffe dans le monde, je crois. On doit être dans ces chiffres-là, c'est énorme. Et effectivement, on en vient à se dire que c'est de la santé dans l'assiette, végétaliser les assiettes, une alimentation durable, c'est prendre soin de son environnement, c'est du coup prendre soin aussi de sa santé. Et on arrive dans ce cercle vertueux, en fait, d'une bonne alimentation durable qui est bon finalement pour nous et pour la planète, quoi. Voilà, et puis finalement, on se rend compte que même les enfants aiment les légumes, en fait. Nous, on a souvent des retours de « Ah bah oui, finalement, moi j'adore les betteraves, c'est super la betterave » ou « Ah maintenant, je mange du fenouil même cru ». Enfin, en fait, on arrive à des choses, dans les yeux des parents, ça s'avère, c'est assez incroyable parce que leurs enfants, finalement, aiment les légumes, peut-être parce qu'ils ont aussi appris à les cuisiner et qu'ils ont participé à l'acte de se nourrir finalement par la cuisine, en fait. Et donc, on arrête avec les idées reçues que les enfants n'aiment pas les légumes. Voilà. On déconstruit ça et c'est vrai que les parents qui viennent en atelier reviennent parce que déjà, ils apprennent des choses et ils voient aussi leurs enfants manger des légumes. Et les enfants en redemandent aussi parce que c'est un moment joyeux. C'est un moment aussi de partage de ses propres émotions, la découverte du goût, la découverte aussi de l'autre, parce que chacun a ses goûts propres aussi. L'assiette, le repas, c'est un moment joyeux à partager. Voilà, et si en plus, ça peut être une bonne action que l'on fait, c'est top. Comment est-ce qu'on fait si on est une école et qu'on a envie de mettre en place les ateliers? Alors, donc, comme c'est partout en France, dans 9 villes en France, déjà on va sur le site de l'école comestible et on prend contact avec la ville qui nous intéresse pour voir comment on peut mettre en place un programme dans son école. D'accord. Et qui finance? Alors, très bonne question. On a des partenariats avec les villes, on a du mécénat aussi, donc des financements privés. Il y a des financements privés et publics. Voilà, l'école participe un tout petit peu, mais c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir sensibiliser les enfants un maximum, et donc et que l'argent ne soit pas un frein, parce que on sait que l'école publique, ça peut être aussi un frein. Il y a beaucoup d'ateliers qui sont organisés dans les écoles privées parce que elles ont plus de ressources, mais là, c'est vrai qu'on fait appel nous à du mécénat, des subventions, des dons des particuliers. Voilà. Eh bien, super. Merci beaucoup, Colline. Merci, Olivia. À bientôt. À bientôt.